à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du débrief. Ravi de vous retrouver comme chaque mercredi soir pour débriefer avec vous et avec nos invités l'actualité de la semaine. Le Sud-Soudan, le Gabon pour une visite privée, le Ghana et puis la Zambie, c'est le programme de la tournée royale qui est en cours en Afrique. Ce sont pour la plupart des pays que le souverain visite pour la première fois. Au programme, renforcement de la coopération économique, développement de projets communs, mais aussi mise en œuvre effective du discours prononcé devant le sommet de l'Union africaine le 31 janvier dernier. Nous reviendrons donc dans la première partie de cette émission sur ces visites et sur leurs retombées politiques et économiques. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, nous traverserons l'Atlantique, nous irons aux États-Unis. Donald Trump dirige le pays depuis maintenant un mois, 4 semaines au cours desquelles il a pris une avalanche de décisions, pour la plupart fortement contestées et qui inquiètent sur le plan national mais aussi international. Nous ferons donc ensemble le bilan tout à l'heure de ce premier mois de la présidence Trump. Et pour évoquer tous ces sujets avec nous ce soir, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau M. Jamel Boukouraï. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur-chercheur à l'Université internationale de Casablanca et vous êtes expert sur les questions de leadership, de conduite du changement et des questions de réorganisation. À vos côtés, ou face à vous, plutôt, M. Naïm Kamel. Merci d'être avec nous encore cette semaine, directeur de publication de Quid.ma. Bonsoir. Et puis enfin, Hassan Alaoui, bonsoir également et merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de publication de Maroc Diplomatique. Bonsoir, merci. Alors, je le disais tout à l'heure, le premier pays dans lequel s'est rendu le souverain, c'est le Sud-Soudan, tout de suite après le sommet de l'Union africaine. Alors, est-ce que c'était important de faire ce pas, de faire ce geste, d'entamer tout de suite une tournée juste après le sommet qui a marqué l'adhésion du Maroc à l'Union africaine? Naïm Kamel. Sans doute parce que, d'abord, elle était programmée bien avant le sommet. C'est que le sommet est tombé au milieu d'une programmation d'une série de visites qui ne vont pas s'interrompre avec la fin de cette tournée. Parce que le Maroc, le roi, est aujourd'hui dans une logique de réinstallation de l'image du Maroc ancienne, celle qui a toujours été la sienne quand il était la route des commerces avec l'Afrique subsaharienne. Et il faut également continuer à consolider et à corriger surtout un certain nombre de préjugés sur le Maroc dans un certain nombre de pays, des préjugés qui remontent à la culture de la guerre froide et des années 60, 70, 80. Et donc il va falloir corriger toute cette image qui a été malheureusement un moment où le Maroc a été très absent de l'Afrique, notamment après sa sortie, et même bien avant de l'OUA en 84. Il fallait rectifier toute cette image et rétablir la vérité de ce qu'est le conflit du Sahara. Est-ce que c'est un conflit Polisario, Sahraoui, Maroc, ou c'est un conflit maroco-algérien? Et ce sont des contacts qui permettent une relation directe, et notamment dans des pays comme la Zambie, comme le Ghana, qui ont toujours été de l'autre côté de la barrière. Et j'imagine que c'est important et que tout cela va continuer. Mais je crois qu'on aura le temps de développer un peu plus quand nos amis auront... Absolument. On finit d'abord le premier tour de table donc, sur cette question de l'importance de tout de suite engager des visites bilatérales avec les pays. Une source diplomatique confiée à Jeune Afrique le 17 février dernier que ces tournées, donc c'est la démonstration que la diplomatie africaine du Royaume n'est pas uniquement axée sur notre retour dans le continent, mais aussi sur le renforcement des relations bilatérales avec chacun des pays. Monsieur Boukouraï. Au fait, il s'agit pour beaucoup de médias, avant bien sûr la réintégration au sein de l'ONU, que c'était une opération de charme, une sorte d'offensive. Or, la locomotive diplomatique marocaine, elle est en train de prouver qu'on est dans une phase de consolidation. Donc on est passé vraiment donc, des promesses à quelque chose qui sont les faits. Et ça, c'est l'approche pragmatique menée donc, avec une équipe extraordinaire qui a préparé le terrain avant et après. Et donc là, on est vraiment dans la phase de concrétisation de ce type d'énergie. Il y a énormément d'indices dans le discours que l'idée, c'est donc d'avoir une Afrique qui est inclusive et non pas, il n'est pas question même si c'est le 55e pays, d'être le premier du peloton,
La question, c'est pour tout. Le tout n'est pas la somme des parties, mais le tout est plus important que le tout. Et à commencer par ce décloisonnement de cette partie dont on vient de dire qu'il y avait au fait un rideau de fer. Donc c'est une sorte de début, une sorte de glasnost à la marocaine, d'ouverture sur cette région, a priori, donc au-delà des clivages classiques et traditionnels. Oui, c'est ce que le roi d'ailleurs avait dit lors de son discours de Dakar le 6 novembre dernier. Il avait dit « La politique africaine du Maroc ne se limitera pas à l'Afrique occidentale et centrale. Nous veillerons à ce qu'elle ait une portée continentale et qu'elle englobe toutes les régions de l'Afrique. » C'est ce que vous venez d'évoquer en parlant de ce tout. Monsieur Alaoui? Moi, je considère que c'est une percée. Ça a déjà été écrit par nos confrères. Mais c'est surtout, il faut voir qu'il y a une continuation après les visites que Sa Majesté a effectuées au Rwanda. En Afrique orientale, oui, en automne dernier. Au Rwanda, donc en Tanzanie et en Éthiopie. Et il était évident, clairement évident, que la suite serait évidemment le petit pays qui s'appelle le Sud-Soudan, qui est, soumis à une série de convulsions depuis maintenant 2 ans. Oui, depuis son indépendance en 2011. Depuis son indépendance, et surtout depuis 2 ans, parce qu'il y a quand même une rivalité, vous le savez, entre deux hommes prétendant au pouvoir, mais le vrai pouvoir, il est entre les mains de celui qui a accueilli Sa Majesté. Et donc, c'était logique, Deuxièmement, cette zone, ce pays, disons, c'est quand même un modèle, si vous voulez, l'anti-modèle de ce que entend défendre le Maroc et Sa Majesté en particulier dans sa nouvelle politique, et notamment au niveau par rapport au conflit du Sahara marocain. C'est que, vous savez, les conditions dans lesquelles l'indépendance du Soudan a été arrachée, et nous sommes allés donc pratiquement pour dire que, vous savez, nous, on n'est pas là pour faire de la démonstration, on est là pour montrer la vérité, pour tenir un langage réaliste aujourd'hui qui tienne compte, si vous voulez, de la coopération et tout, c'est-à-dire une diplomatie économique au Soudan. Elle a été illustrée par le grand projet, vous le savez, qui a été lancé, la construction de la nouvelle capitale. De la capitale à laquelle grandement va participer le Maroc, avec quand même, je crois... Alors absolument, c'est 4,7 millions d'euros pour les études de faisabilité de la construction donc, de cette capitale à 200 km au nord de Juba. Et là, c'est une preuve tangible, si vous voulez, de l'engagement de la diplomatie initiée et nourrie et instruite par Sa Majesté. Et puis, il y a une continuité, si vous voulez, géopolitique par rapport au pays qu'il a visité. Et en même temps, c'est ce qu'on appelle l'Afrique de l'Est, qui est une zone ou un bloc d'influence sud-africaine, surtout algérienne, et jusque-là, enfin, du Nigeria, mais ça a été, si vous voulez, c'est un axe qui a été un petit peu à front renversé. Sa Majesté est arrivée pour apporter le langage de vérité, pour dire que, d'abord, le Maroc est là, conformément à sa mission historique, et ensuite en apportant son know-how, son savoir-faire, ses projets, son argent, ses groupes industriels et économiques. Alors on va y revenir dans un instant sur tous ces accords signés. Oui, Naïm Kamel. Oui, pour le Soudan du Sud, je voudrais juste apporter une petite précision qui, à mon sens, est importante. C'est que les Algériens ont toujours tenté de créer une analogie entre la question du Sud-Soudan et son indépendance et sa séparation du Soudan et le Sahara. Et il fallait dire que, montrer très bien que les deux questions ou les deux problèmes ne sont pas analogiques, et d'ailleurs le président du Sud-Soudan l'a bien dit. Alors juste permettez-moi, je vous interromps, de rappeler le communiqué commun à l'issue de la visite royale qui évoque cela. Donc c'est le communiqué conjoint Maroc-Soudan du Sud, tout en considérant que la question du Sahara est différente dans sa genèse et sa nature juridique et politique de celle du Soudan Sud. Son Excellence le président Salva Kiir Mayardit reconnaît les efforts des Nations Unies en vue d'aboutir à une solution politique au conflit régional sur le Sahara. Le président salue les efforts sérieux et crédibles du Maroc. Ça a donc été rappelé dans le communiqué. Les efforts sérieux et crédibles du Maroc sont très clairs. C'est le projet d'autonomie que depuis à peu près une quinzaine d'années, enfin peut-être un peu moins, le Maroc porte devant l'ONU depuis l'intermédiation de James Baker. Ça a commencé comme ça, il y a un premier projet, un deuxième projet. Donc il fallait également dire que nous n'avons pas, c'est-à-dire que cette question du Sud-Soudan ne nous complexe pas et que il n'y a pas de comparaison commune possible. Ce sont des situations
Le Sud-Soudan, c'est une fracture religieuse par rapport au Soudan, c'est une fracture ethnique et linguistique, ce qui n'est pas le cas pour le Sahara. Ça c'était très important à dire pour ce voyage. Il fallait le démontrer, il fallait qu'il n'y avait pas de comparaison sortir, c'est-à-dire enlever à la diplomatie algérienne cette carte qu'elle essayait, très démagogique, de jouer auprès d'un certain nombre de pays et d'États. De toute façon, Hassan Alaoui du Sud-Soudan, elle a posé problème, vous le savez. Non seulement parce qu'il y a cette analogie qui a été un petit peu inventée et tentée même par certains, mais il y a manipulée. Oui, manipulée. Mais il y a aussi le fait, c'est que l'Algérie n'a rien apporté à ce pays. C'est ça, parce qu'il faut parler clairement de ce qui se dit. C'est que notre voisin, il passe son temps à critiquer, à démonter, à démontrer, etc., sur des fausses pistes et des amalgames. Mais l'Algérie n'a rien apporté. Le Maroc est quand même venu. Et c'est là où je souligne un petit peu, si vous voulez, la dimension de la diplomatie économique du Maroc. C'est ça, on arrive avec des projets concrets parce qu'on veut soulager à la fois l'État et le pouvoir du Sud-Soudan, mais aussi, surtout, les populations sud-soudanaises qui ont souffert le martyre de la guerre civile, de cette partition incroyable et qui continue d'ailleurs. Et donc, rappelez-vous que lors de cette visite, Sa Majesté le Président donc, du Sud-Soudan ont mis en place des comités, si vous voulez, de suivi pour justement assurer la continuité de ce grand projet. Non, pour qu'on puisse aller, excusez-moi, c'est-à-dire que le Sud-Soudan est un pays nouveau, neuf, et qui a des potentialités. Et le Maroc, depuis le discours d'Abidjan, il l'était avant, mais il l'a clarifié, il est dans une dynamique de coopération win-win, gagnant-gagnant, c'est-à-dire de développer cette coopération sud-sud. Alors, je vais encore vous interrompre pour citer un extrait de ce discours d'Abidjan. Je termine une phrase et vous pouvez lire tout le discours. Allez-y. Le sud du Soudan pourrait être un modèle de cette coopération, c'est-à-dire un pays qui a une longue histoire derrière lui, qui a une indépendance depuis quand même à peu près 70 ans. C'est le pays le plus jeune d'Afrique, l'indépendance, c'est 2011. Le Maroc, il y a un pays jeune, c'est-à-dire ce que peut vraiment apporter un vieux pays, pas pour autant, ça ne veut pas dire qu'il est ridé et fini, un jeune pays en termes positifs, en termes de dynamique de développement. Et c'est là où ça prend toute son ampleur et toute sa dimension. Alors cet extrait donc, du discours d'Abidjan en février 2014, voilà ce que disait le souverain. C'est pourquoi l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Elle a moins besoin d'assistance et requiert davantage de partenariats mutuellement bénéfiques. Plus qu'une aide humanitaire, c'est de projets de développement humain et social dont notre continent a le plus besoin. Jamel Boukouraï, vous vouliez aussi réagir? Au fait, au-delà de la discorde concernant donc les alliances ou les non-alliances dans la région, je pense qu'il y a un message qui est très clair. On a un changement de paradigme dans la démarche, etc., qui a été établie depuis quelque temps. Une démarche qui est très originale, très pragmatique, très innovante, je dirais proactive et préemptive. L'approche, c'est du soft power. Donc, on ne va pas en situation de confrontation avec le Mozambique, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, entre autres pays, l'Angola, ou les pays qui n'ont été pas sensibles à la cause du retour du Maroc, mais plutôt de contourner ce type de situation et donc de commencer à travailler. Il y a un axe classique qui est donc Alger, Pretoria avec Abuja, et ici donc on a un nouvel axe qui est Rabat, Djouba, avec Libreville, etc. Donc on commence donc à une pénétration dans une zone exploratoire qui n'a jamais été. Bon, le cas de cet État-nation start-up est très intéressant, donc c'est un très très bon début. On sait très très bien quels sont les alliés du Soudan du Sud. Les États-Unis ils ont appuyé la région. Donc au niveau affinité, connivence idéologique et vision de développement, elle est là. Et donc, le plus intéressant dans ça, c'est qu'on vient de prouver, effectivement, avec ce type de projet, comme on verra pour le gazoduc et d'autres projets, qu'on est dans le concret, et non pas simplement dans les promesses préélectorales pour pouvoir faciliter le retour du Maroc
à l'Union africaine. Voilà. Alors, l'autre question qu'on se pose aussi, c'est le choix de ces pays. Après l'Afrique orientale, où c'était des visites inédites, ces pays, le Ghana, la Zambie, c'est également la première fois que le souverain se rend dans ces pays. C'est l'Afrique australe qui est ici en jeu. C'est aussi un signal fort, cette couverture de tout le continent africain, et qui est aussi stratégique en termes politiques. C'est-à-dire, il y a eu un moment où il fallait sortir la diplomatie marocaine dans ses rapports africains continentaux du cercle de l'Afrique de l'Ouest, traditionnellement ami, allié du Maroc. Et qui est plus proche aussi en termes linguistiques et géographiques et historiques. C'est-à-dire, nous avons des relations en raison de la proximité. Nous avons eu il ne faut jamais oublier que le Maroc a toujours été, à travers d'abord sa large côte atlantique, puis méditerranéenne, un comptoir de relations entre l'échange commercial entre les autres continents et l'Afrique, et la route commerciale qui passait par le sud, par le Tafilalt, qui allait vers le Soudan, qui descendait plus bas. Mais s'arrêtait à un moment... La fameuse route aussi de Tombouctou. Le Soudan, c'est plus loin que Tombouctou encore. Alors, il fallait faire renaître en des termes modernes, puisqu'aujourd'hui les moyens de communication le permettent, la navigation le permet, le transport aérien le permet, donc l'économie numérique le permet. Donc il fallait aller vers... et en même temps aller vers des pays où nous n'avons jamais vraiment eu de relations. On a eu des relations avec l'Afrique du Sud, mais autant de Mandela et autant de l'ANC. D'ailleurs, un jour, il faudrait peut-être que je vous envoie il faut que je la retrouve, une vidéo de Mandela où il remercie le docteur Abdelkrim El-Khatib, où il raconte comment, quand il est venu demander au Maroc de l'aide militaire et financière, comment il a été reçu, comment, à partir de Dar es Salaam en Tanzanie à l'époque, il a pu recevoir facilement cette aide. Donc, maintenant, il fallait s'ouvrir un peu vers ces pays de l'Est, il ne faut jamais oublier qu'il y a eu un conditionnement idéologique de l'Afrique dans sa quasi-totalité, c'est-à-dire les partis uniques issus des mouvements d'indépendance, d'obédience socialiste, donc soviétique, à un moment où il y avait une confrontation Est-Ouest, et que tout cela a laissé beaucoup de traces et beaucoup de problèmes. Maintenant, le Maroc, que les choses sont en train de s'apaiser, est en train d'y aller. Et il fallait y aller. Par exemple, la Zambie nous pose un petit problème. C'est un pays qui, jusque-là, sur le plan diplomatique, dans cette affaire du Sahara... n'est pas très clair. C'est pas qu'il n'est pas très clair. Il n'est pas... On rappelle qu'en juillet, le ministre des Affaires étrangères zambien, Harry Kalaba, a déclaré que son pays avait retiré sa reconnaissance à la pseudo-république sahraoui, mais que le 9 février, soit 10 jours après l'adhésion de l'UE, il est parti à Alger. Voilà, il y a une sorte de yo-yo. Il y a une sorte de yo-yo. Et il va falloir, et cette visite, j'espère qu'elle va le permettre, mais peut-être qu'il va falloir d'autres visites, qu'il va falloir que le président zambien vienne au Maroc. Il faut que la Zambie ait une certaine stabilité politique interne, parce que tout cela s'interfère pour stabiliser cette relation. C'est l'un des objets de cette visite. Jamel Boukouraï, ensuite Hassan. Personnellement, je pense qu'on est encore dans une nouvelle approche. C'est un nouveau business model. On est au-delà vraiment donc, de la politique politicienne classique. On est dans corporate politics, c'est-à-dire une combinaison. À la fois, donc, on n'a qu'à voir un peu les missions, tous les affernocrates qui accompagnent dans cette mission. Oui, le nombre d'accords. Le Maroc s'est positionné depuis quelque temps comme une sorte de gateway. C'est-à-dire vis-à-vis donc des investisseurs étrangers, le Maroc n'est pas un terminus, n'est pas une fin en soi. C'est la façon, c'est une porte. C'est un hub. Curieusement, on reçoit de plus en plus de délégations américaines ou d'autres pour des formations au Maroc. Comment? How to break into Greenfield Africa. Comment rentrer dans l'Afrique Greenfield. Le Maroc s'est positionné au fait en tant que deal maker pour tous ceux qui veulent rentrer dans ce qu'on appelle les marchés frontières. Et c'est très difficile pour les investisseurs de faire confiance à l'Afrique. Alors, quand on lit entre les lignes du message et du discours de Sa Majesté, on va voir qu'il y a donc cette approche. C'est que faciliter à développer
parce que le Maroc fait partie, donc il est le premier investisseur dans la zone, bien sûr, donc les pays francophones. Il est le deuxième donc, sur le continent. Et aujourd'hui, il est pratiquement le garant et la caution pour accompagner beaucoup de pays pour pouvoir investir dans cette région. Donc on y va avec un business model beaucoup plus avec une idée, parce qu'on sait qu'à travers le temps, on finira par finalement amollir, adoucir les anciens préjugés vis-à-vis du Maroc. Alors, il y a juste un rappel du bilan de tous les accords passés par le Maroc sous le règne du souverain. Il l'a rappelé lui-même dans le discours à l'Union africaine le 31 janvier dernier. Depuis l'an 2000, le Maroc a conclu dans différents domaines de coopération près d'1 millier d'accords avec les pays africains. À titre de comparaison, savez-vous qu'entre 1956 et 1999, 515 accords avaient été signés, alors que depuis 2000 seulement, il y en a eu 949, c'est-à-dire près du double. Et puis autre chose, dernière citation. C'est beaucoup plus. Auquel il faut ajouter le double par rapport aux 515. Auquel il faut ajouter. C'est-à-dire que si vous prenez la période, la phase en termes de chronologie, c'est-à-dire de 1956 à 1999, et qu'il y a eu 500 projets, c'est-à-dire ça faisait à peu près combien, 40 ans, 45 ans, et qu'en 15 ans, donc il faut que ça soit proportionnel. Oui, à la durée. À la durée. Je comprends ce que vous voulez dire. Juste, monsieur Alaoui, je vous donne la parole dans un instant, mais monsieur Boukouraï, vous évoquiez aussi le changement de paradigme et le positionnement du Maroc. Ça a été aussi rappelé dans le discours d'Abidjan de février 2014. Auparavant, la diplomatie était au service de la consolidation des relations politiques. Aujourd'hui, c'est la dimension économique qui prime et qui constitue l'un des fondamentaux des relations diplomatiques. Donc l'économie au service des relations diplomatiques. Hassan Alaoui. Vous parliez tout à l'heure de la date limite, c'est-à-dire en fait le dernier sommet d'Addis Abeba où Sa Majesté donc a évoqué ces accords. Mais il faut rajouter ceci, les derniers, c'est presque une cinquantaine. Alors 9 avec le Sud-Soudan, 19 avec la Zambie et 25 avec le Ghana. Le Ghana, c'est important, mais surtout l'esprit de ces accords, c'est carrément, comme a dit mon ami Jamal, une réinvention, si vous voulez, de la coopération sud-sud et des partenariats stratégiques, comme on dit aujourd'hui. C'est que maintenant, ils recouvrent, ces accords, je veux dire, ils recouvrent un champ, un spectre très très large et profond de coopération qui n'existait pas là, parce qu'il y a maintenant les télécoms, il y a les assurances, il y a le tourisme, il y a les énergies renouvelables aussi. Les énergies renouvelables, il y a la santé, et il y a, alors qu'avant c'était vraiment des accords, bien sûr, c'était des accords significatifs, mais ceux d'aujourd'hui, n'est-ce pas, ils recouvrent un petit peu, parce qu'il y a même les technologies nouvelles et tout ça. Et le Maroc, il se positionne en leader, parce que, ça encore notre ami l'a rappelé, le premier, si vous voulez, investisseur en Afrique de l'Ouest, mais le deuxième dans toute l'Afrique, c'est-à-dire que nous sommes en train, permettez-moi l'expression, de damer le pion, ou de coiffer au poteau cette Afrique du Sud, finalement, qui est, je le dis, qui aura bientôt des scandales par rapport à son président et qui peut-être un jour permettra un petit peu un retour à la démocratie telle que nous l'avions connue sous Mandela. Lequel, sous Mandela, vous savez qu'il avait pignon sur rue, je veux dire, les gens de l'ANC, comme a rappelé Kamal, comme aussi les gens de l'Ouganda, du Mozambique, du Cap-Vert, etc. Ils avaient pignon sur rue à Rabat. Donc ce n'est qu'un retour à la valeur originale, c'est-à-dire du pendule. Et c'est comme ça. Nous, on est là aujourd'hui parce que la politique du Maroc, c'est d'abord les projets. Alors juste une dernière question, parce qu'il nous reste 2 petites minutes seulement avant la pause. Je vous donne la parole dans un instant, mais juste encore une fois, sur ce positionnement du Maroc, vous avez évoqué le fait que c'était un hub, qu'il était devenu une référence pour des investisseurs internationaux en Afrique. Je vous cite juste un extrait de Jeune Afrique dans un article en date du 20 février, s'agissant notamment des accords signés avec la Gambie. Pour assurer sa sécurité alimentaire, la Zambie s'est lancée dans la diversification de son secteur agricole et elle entend s'orienter vers les énergies renouvelables afin de pallier les risques de coupure d'électricité dus à la sécheresse. 2 secteurs qui sont au cœur de l'offre marocaine en Afrique. Donc ma question, c'est est-ce que aussi le Maroc aujourd'hui, sur certains secteurs, il se pose en pourvoyeur de projets privilégiés et en interlocuteur aussi privilégié pour les investisseurs étrangers sur ces domaines de spécialisation? Alors d'abord, au-delà de ce qui a été réalisé. Donc on n'est pas là donc, dans un concours, combien de contrats ont été signés. Au fait, le discours lui-même que
il est en filigrane, il y a un projet. Ça s'appelle l'Agenda 2063. C'est le projet de l'Union africaine avec l'ONU. Dans ce projet, il y a énormément, c'est un projet qui est très concret, qui est développé d'abord sur les 10 premières années et puis ensuite. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y avait tout un dialogue entre les deux, c'est qui va promouvoir et on a essayé les questions de trouver les fonds, etc. Le Maroc, il a été très proactif avec la diplomatie actuelle, c'est qu'au-delà d'attendre, de rester dans l'attentisme, on passe donc au concret. Alors ce qui est très intéressant quand on lit donc l'agenda 2063, il y a l'ODD, donc Objectif Développement Durable, et on le fait. Les initiatives un peu à l'INDH, on le fait. On a raté l'occasion de faire donc, le câble transatlantique pour les télécoms. Aujourd'hui, donc, on a notre gateway. Au fait, avec le gazoduc, c'est une bande passante donc, qui va du sud de l'Afrique jusqu'au Maroc. Et donc, il y a un travail qui est construit, qui est très cohérent dans cette vision. Et c'est extraordinaire parce qu'on est en train de mettre des écosystèmes, donc une approche très systémique et très structurée de développement de cette partie. Et donc de transfert de know-how. Et ça, c'est un travail qui se fait très très bien actuellement. Merci beaucoup. On revient dans un instant, juste après la pause, et je vous laisserai conclure Nahim Kamel avant qu'on passe à la suite. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite après la pause pub. À tout de suite. Merci d'être resté avec nous et de revenir avec nous sur le plateau du débrief. On conclut sur cette tournée royale en cours en Afrique avant de passer aux États-Unis. Nahim Kamel, vous vouliez dire quelque chose juste avant la pause? Oui, et je voulais dire parce que cette semaine, on a eu une phrase malheureuse qui a été prononcée par le chef du gouvernement désigné devant la jeunesse de son parti en déclarant que c'est pas possible que le roi du Maroc travaille à faire le bonheur des pays africains et ne pas s'occuper du bonheur de son propre peuple. C'est en substance. Hein. C'est une phrase qui peut être interprétée de plusieurs manières. C'est-à-dire que je ne peux pas croire que le souverain marocain fasse le bonheur de son pays et donc il va s'occuper. Mais comme aussi, il peut sous-entendre le contraire. Et généralement, le chef du gouvernement désigné a tendance à jouer sur ce genre d'équivoque, d'ambiguïté, hein, de phrases, si j'ose dire, polysémiques, qui vont ouvertes à l'interprétation. Ouvertes à l'interprétation, voilà, c'est le mot. Moi, ce que je dis, pour résumer la situation, d'abord, ce genre de choses, il va falloir que ça s'arrête. On ne peut pas jouer avec tant d'amalgame. Ensuite, il ne faut pas oublier le roi, en travaillant au bonheur des pays africains, dans les pays africains, il y a le Maroc. Et donc, en travaillant pour le bonheur des pays africains, il travaille pour le bonheur du peuple marocain. C'est dans cette acception, cette conception qu'est la relation win-win. Le roi ne s'est jamais caché. Je travaille avec vous pour que vous gagnez et pour que nous gagnons. Donc, il faut arrêter cette comédie. Jamel Boukouraï. Mais écoutez, je pense que c'est peut-être de la part du Premier ministre, c'est une très mauvaise incompréhension du modèle actuel. Et c'est surprenant donc, que ce soit de l'interne. Nous vivons à l'ère de la globalisation. Et donc vous avez d'autres nations. Il n'y a pas longtemps, on avait titré « Africa is the new China ». Aujourd'hui, donc, on est dans le décloisonnement. C'était avec l'Union européenne, avec d'autres. Il y a des communautés économiques très intéressantes, le potentiel de croissance là. Malgré la crise à travers le monde, l'Afrique s'en sort très bien. 15% des richesses naturelles, 49% pour de l'or, n'en parlons pas du pétrole. Et donc, ce sont des opportunités pour tout le monde. Ce qui est très important, c'est que dans ces missions, il faudrait donc prendre en considération que le développement, que ce soit de parts de marché et d'opportunités, qu'ils puissent en profiter à tous les Marocains. Et ça, c'est le plus important, etc. Donc, penser africain, c'est penser donc à l'ouverture, au décloisonnement. On doit raisonner qu'on est aujourd'hui, la concurrence elle est mondiale, elle n'est pas à l'échelle du Maroc ou ailleurs. Et donc, c'est pour tous les jeunes Marocains, c'est l'opportunité, vice-versa, pour tous ces Africains qui viennent chez nous depuis des années, des programmes qui ont été montés. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une continuité dans la vision des projets démarrés par Hassan Dolarahmon, et qui est, par exemple, dans l'enseignement, ces étudiants qui viennent chez nous, à l'Université internationale de Casa ou ailleurs. Donc, il y a un travail sur le long terme. Une leçon à retenir de Mandela, il a dit, donc, il faut être très patient. Et c'est ce qui est en train de se faire. C'est un travail
fourmis de longue haleine. Hassan Alaoui, un dernier mot sur Oui, cette tournée royale. 2 petits points rapides. Il ne faut pas oublier, je rappelle, devoir de mémoire, que quand même l'islamisation d'une partie du continent africain s'est faite par les Almoravides, Mourabitaines et les Almohades. Donc le Maroc ne vient pas comme ça en conquérant. Il est là, implanté bien avant nos voisins, puisqu'il faut parler toujours de ces gens. Ensuite, deuxième, moi je me suis réjoui quand il y a une dizaine de jours, j'ai lu un article dans TSA, le site algérien qui s'appelle Tous sur l'Algérie, où il était titré « Qu'est-ce qui fait courir ?» Ils ont dit exactement « Qu'est-ce qui fait courir le Maroc en Afrique ?» Qu'est-ce qui fait courir, justement, c'est que c'est une volonté, si vous voulez, et Sa Majesté l'a dit encore il n'y a pas longtemps, donc, une volonté de revenir en famille, une volonté de renouer avec nos frères, nos amis, la communauté africaine, les peuples surtout, et surtout avec des projets et des enjeux stratégiques, une valorisation du concept de la coopération sud-sud. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, pour ces analyses sur la tournée royale en Afrique. On passe maintenant au sujet international, à ce mois au pouvoir de Donald Trump, qui se réjouit du mois qu'il vient de passer à la tête des États-Unis. Je le cite, c'était lors d'une conférence de presse le 16 février dernier. Voici ce qu'il a dit. « Je suis là aujourd'hui pour rendre compte au peuple américain des incroyables progrès réalisés depuis mon investiture il y a 4 semaines. Nous avons fait des progrès incroyables. Je ne pense pas qu'il y ait eu un président élu qui, en si peu de temps, ait fait ce que nous avons fait. » Alors, est-ce que Donald Trump a été à la hauteur de toutes les craintes qu'il pouvait susciter avant son investiture? Jamal Boukouraï, vous connaissez bien les États-Unis, je commence par vous. Le Monde, sur son site, il y a les 5 chiffres qui décrivent... On a lu le même article. Voilà. Alors, donc, il y a énormément de choses qui se sont passées. Donc, d'abord, 12 décrets, 5... certains disent plus, certains disent plus. 60 000 voyageurs détenteurs donc, 60 000 visas révoqués. Visas qui sont révoqués. 375 c'est ce qui était presque ce qu'a fait Obama au bout d'1 an et demi. Absolument. Et bien sûr, le dernier, un sondage de 55% défavorable qui égalerait donc Nixon pendant donc, le Watergate. Oui, c'est-à-dire que c'est une progression de 10 points par rapport à il y a un mois et que s'il continue comme ça, en avril, il aura le même taux de popularité que Nixon. Donc, en quelque sorte... Sachant qu'il avait déjà, très mal démarré. Il avait seulement 40% de soutien le 20 janvier contre 82% pour Obama. Pardon ? Le même taux d'impopularité. Voilà. Bon, là encore, il y a la vision des adjuvants de Donald Trump et ceux qui le supportent, et bien sûr donc, une partie donc, de l'establishment classique représenté par John McCain et d'autres qui sont très soucieux des décisions qui sont prises de façon aléatoire, intempestive, de façon rapide, ce qui est tout le contraire de ce qu'on s'attend à une nouvelle administration qui doit d'abord s'intégrer, développer des alliances, connaître un peu les us et coutumes, des questions d'étiquette, etc. Donc, toutes ces normes ont été pratiquement balayées, bafouées, pulvérisées, parce que c'est l'ouragan Trump, avec tout ce que ça comprend avec ses forces et faiblesses. Naïm Kamel, selon vous, c'est pas surprenant tout ce qui vient de se passer depuis un mois? Il ne faut pas s'en étonner d'abord parce que ce n'est pas la première fois que ça se produit aux États-Unis, j'y reviendrai. Mais Trump, on le sait, il est dans le reality show. Il est dans le show de la réalité, comme il le faisait à la télévision, c'est-à-dire, vous le voyez, rien que cette mise en scène, quand il veut signer un décret, avec une signature qui fait 1 kilomètre, qu'il montre au public, qui a toujours, à la manière soviétique, son staff derrière lui, c'est-à-dire il y a toute une mise en scène, et il veut montrer qu'il fait ce qu'il a dit. Il dit ce qu'il va faire. Il ne faut rien lui reprocher. Sinon qu'il y a, par exemple, sur les réfugiés, sur les islamistes, sur les musulmans surtout, beaucoup d'hypocrisie de la part de ces détracteurs. C'est-à-dire que, globalement, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Il y a eu les 6-7 pays qui ont été mis sur avec la des liste. Conséquences très lourdes. Avec des conséquences. Il y a eu d'autres décisions qui ont eu des conséquences encore beaucoup plus lourdes. La guerre d'Irak a eu des conséquences, ça compte par millions de morts, on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'on a vu des présidents
La différence entre troupes, on y reviendra, c'est que lui, il dit ce qu'il pense. Et les autres, Donc c'est cohérent. ils pensent, mais ils ne le disent pas, ils le font, en disant qu'ils font le contraire. Donc pour vous, il est cohérent. Ils évoquent les valeurs universelles, les droits de l'homme, la civilisation, etc., et agissent en barbare. Lui, il parle en barbare, il agit en barbare. C'est au moins clair. On est dans la cohérence d'un homme qui reste sur un socle solide de son électorat. Alors, justement... Je voulais juste ajouter un mot, si c'est possible. Il faut revenir à quelqu'un comme lui, qu'on a oublié, qui a fini avec une maladie qui s'appelle Alzheimer, et qui, lui, était Ronald Reagan, qui est venu aussi du show comme lui. Qui n'avait pas aussi d'expérience politique comme mais au moins, lui, il a été gouverneur de la Californie. Mais il s'est révélé un grand président. Et à la fin, il s'est révélé un grand président. C'est sa guerre des étoiles, et c'est le surarmement qu'il a engagé qui a pratiquement conduit l'Union soviétique à l'effondrement. Donc, on ne sait pas les aboutissements des choses. Moi, je dis, on va voir, est-ce que l'establishment américain, parce qu'il y a une administration américaine, il y a un complexe industriel-militaire, il y a les services avec lesquels il n'a pas de bon rapport. Il peut très bien nommer un directeur de la CIA ou un directeur de la NASA, mais si on lui remonte, si le directeur lui-même ne se voit pas remonter l'information et le renseignement ou l'étude stratégique par ses services, ben il est coupé de la réalité. Je finis juste le tour de table et je vous donne la parole, Jamal Boukouraï, parce que vous ne sembliez pas d'accord sur la comparaison avec Donald Reagan. Hassan Alaoui. Alors, moi, je vais partir d'un constat aujourd'hui qui a été fait là. Enfin, un constat, c'est une information qui est tombée. Je ne sais quel crédit lui accorder. C'est que l'administration Poutine est en train, semble-t-il, d'assembler des preuves de son dérangement mental. Et non, on va revenir dans un instant aux relations compliquées et pas très claires avec la Russie. Bon, ça me parle, mais on reviendra bien sûr. Ça me parle parce que Poutine, qui était donc soi-disant son ami... Des psychologues américains, des psychiatres l'avaient aussi fait dès la première semaine. Maintenant, il y a l'histoire, c'est que le rêve, comme on dit, le rêve des Américains va virer, parce qu'on est en train d'ouvrir une boîte de Pandore avec le président des États-Unis. Moi, je ne peux pas préjuger. Il est là, il signe des décrets, encore que les décrets en question, il faut qu'ils deviennent des lois. Et avant de devenir des lois, il faut qu'elles soient discutées par le Congrès. Processus. Donc, ce n'est pas évident. Et d'ici là, beaucoup d'eau coulera, si vous voulez, sous les ponts du Mississippi, comme on dit. N'est-ce pas? Et donc, là, ce que je peux dire, c'est que, franchement, il a quand même engrangé, en 30 jours, il ne peut pas avoir, comme vous disiez, changer l'Amérique, il n'y a rien. Tous les résultats sont négatifs. Une opposition radicale... En un mois, c'est difficile d'avancer des preuves de résultats. Une opposition radicale avec la justice américaine. Le peuple, l'ampleur, si vous voulez, des manifestations anti-Trump. 2 à 3 millions de personnes le lendemain de son investiture. Et puis, il y a cette vérité à lui seul qu'il y a 11 millions de citoyens américains, enfin, non déclarés, sans papier peut-être, mais ils vivent, ils vont à l'école et tout ça, qui doivent partir selon lui. C'est pas possible. Il y a le mur avec le Mexique, n'est-ce pas? Il y a la rupture... Qui n'est pas nouveau, qui a été déjà construit à moitié. Oui, mais là, il prend... Et il y a surtout la dénonciation du traité transatlantique, ce qui est grave. Absolument. Ça, c'est vraiment... Ça veut dire que ça les occupe. Et puis, évidemment... Ça, c'est toutes les annonces qui ont été faites, effectivement, le Muslim ban, ou le ban musulman, comme vous dites, n'est-ce pas? Le Muslim ban. Le Muslim ban. Jamal Boukouraï, je vous laisse réagir avant de continuer. Obama, avant de quitter, il avait fait une référence à certaines réactions, donc imprévisibles et prévisibles en même temps. Il a dit sound bites. Et donc, on doit aller au-delà du fait divers et donc se poser la question, y a-t-il un ordre dans ce désordre? C'était la question que je voulais vous poser ensuite. Je pensais que vous vouliez réagir sur Donald Reagan, parce que la question qu'on se pose, c'est est-ce que tout ça est réellement improvisé? Est-ce que c'est la politique Naïm Kamel? Vous le disiez tout à l'heure, un peu le côté spectaculaire et je fais ce que je dis et je n'écoute personne. Et donc, est-ce qu'il y a une improvisation, un manque d'expérience, de la provoque, spectacle, ou est-ce qu'il y a une véritable stratégie? Est-ce que tout ça, c'est pas pour tester les limites ou pas de ce qu'il peut faire, notamment sur le plan juridique? Première chose, un fait est, il y a quelque chose, des éléments qui reviennent.
Le problème donc, des analystes et des politologues, c'est qu'on essaie de faire de la météo. Donc la prévision, donc on s'attend à un certain type de comportement, donc c'est une approche qui est déterministe. Dans le cas, etc., un fait est, et il y a beaucoup qui lui reprochent le fait, c'est que lui de gouverner, il repart en campagne. Deux, évidemment, cette volonté un peu de créer des vagues de façon continuelle, et c'est là où j'aimerais donc revenir sur le cas. Il y a, arrivé au stade où il en est aujourd'hui, c'est qu'il y a eu déjà les prémices, et les prémices ont été commencées déjà de l'époque de George W. Bush, avec Condoleezza Rice, qui a adopté une philosophie qui est donc ce qu'on appelle le néoconstructivisme conservateur, et notamment ce qu'on appelle le chaos constructeur. Les néocons. Et donc le chaos constructeur. Diminutif de conservateur. Qu'est-ce que c'est? C'est comme ça qu'on les appelle, donc effectivement. le chaos constructeur, qu'est-ce que c'est? C'est comme dans la théorie du chaos, et c'est vraiment donc c'est quelque chose. Soit il est un génie et donc il applique à la lettre, donc c'est un modèle, donc c'est l'imprévision, c'est l'incertitude. Le résultat, ce n'est pas ce qui compte, mais donc ce qu'on appelle les faits. Et l'effet aujourd'hui, donc on est dans un effet papillon, donc ce qui fait chaque petite chose déclenche, etc. Donc nous avons des choses qui sont par choc ou par choc. Alors si c'est fait dans cette projectif, ce qui était la déclaration de Condoleezza Rice, parce qu'on parlait du nouvel ordre, on disait qu'à un moment, il faudrait pousser le système à ce qu'on sorte du statu quo, qu'on puisse arriver à autre chose, un aboutissement. Alors, donc pour vous, Trump n'est que la continuité de jalons déjà posés sous l'administration de Bush. Je dirais que c'est le paroxysme, donc on est à l'apex de ce qui a été démarré, et bien sûr, il a été bien sûr l'équipe de Bannon, le alt-right mouvement qui ont été derrière, donc on est à l'aboutissement donc de ce tipping point, donc ce point de bascule dans lequel beaucoup de choses arrivent. Et il n'est pas nécessaire de s'attendre aux choses, parce que le problème donc de l'approche classique donc à la politique, c'est qu'on est déterministe. Donc on s'attend à ce que les conditions initiales vont donner des relations de cause à effet. Or, il est prévisible et imprévisible, comme tout ouragan. Donc il y a un côté honte, et c'est la nature même des systèmes qui sont chaotiques. Ça n'a rien de péjoratif. C'est un modèle qui est à la fois socio-économique et politique, qui a été adopté depuis quelque temps par ce type de branche et utilisé dans beaucoup de parties du monde. C'est ce qui nous a donné cet effet papillon qu'on a vu en Irak, en Syrie, et qu'on risque d'avoir également après au niveau de l'Union européenne. La théorie du chaos constructeur. Voilà. Naïm Kamel. Je voudrais juste, rien que pour relativiser un peu les choses, au temps de Condoleezza Rice, et donc de Bush et des néoconservateurs américains qui ont pris les rênes en ce moment-là, c'est qu'on était encore dans ce qu'on croyait pour plusieurs décennies, sinon siècles, un monde unipolaire qui serait gouverné par l'unique Amérique, États-Unis d'Amérique. Or, aujourd'hui, la donne est changée. Il y a un retour, un comeback de l'URSS, enfin, de l'URSS, pardon, c'est un lapsus. De la Russie. En quelque sorte. Mais de la Russie, qui entend jouer un rôle. On a vu comment, sur la Libye, il s'était laissé avoir, mais qu'aujourd'hui, au niveau, son intervention au Moyen-Orient, en Syrie, a changé la donne. Il y a la Chine, qui prend de plus en plus de place, qui s'équipe, qui s'arme. Et qui rompt aussi avec son discours traditionnel, notamment sur le libre-échange. Et qui devient libre-échangiste. Donc il y a un inversement de rôle. Donc, ce qui était vrai en termes doctrinal sous Bush ou sous la dynastie Bush reste aujourd'hui possible, c'est le point d'interrogation. C'est que ça relève de la météo, et encore que peut-être la météo c'est beaucoup plus que ça. C'est plus précise que la prévision des politologues. Au fait, juste pour résumer, oui, c'est que ça n'a rien de vrai. C'est que c'est un modèle humain. C'est-à-dire, à moins d'arriver à ce qu'on appelle donc le edge of chaos, où il peut y avoir autre chose, la situation actuelle dans le modèle donc, de Donald Trump, elle est arrivée, comme je dis, elle est la continuité d'un certain nombre de facteurs. Dans ce type de modèle, comme on en a parlé la dernière fois, donc c'est un monde orwellien, il n'y a pas de vrai ou faux, et la discorde, on sait qu'elle est là, c'est-à-dire chacun peut avoir sa propre vision,
Et donc finalement, on commence à accepter la réalité. Donc d'où tout le débat sur l'information, la désinformation, etc. Et donc on se dit, chacun il a sa version des faits. Et donc c'est ça, c'est satisfaisant. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait quelqu'un, il a raison ou il a tort, parce que c'est l'objectif justement, c'est rester dans cette... Hassan Alaoui. Alors, moi, s'il vous plaît, je vais simplement présenter un petit peu, en rester au président Trump lui-même. C'est qu'il s'est fait élire sur trois paramètres. Nationalisme, n'est-ce pas? Protectionnisme, isolationnisme. C'est ça, si vous voulez, les trois dimensions. Oui, tout ça dans l'optique de défendre les intérêts américains d'abord. Quand il a été élu, il s'est posé la question, est-ce qu'il va pouvoir appliquer le programme qu'il a annoncé? Et on a vu, avec beaucoup de théâtralité, qu'il a essayé donc de nous montrer même sa signature un peu, j'allais dire, psychanalytique. Ça relevait vraiment de Freud. Et ensuite, maintenant, il y a autre chose chez lui. C'est que lui, il s'adapte. D'où l'idée, si vous voulez, de ces journalistes qui l'ont attaqué en disant qu'il mentait. Ça veut dire qu'il racontait n'importe quoi. Et sa réponse violente sur ce qu'il a appelé les fake news. Vous comprenez la grande guerre avec fake news. Donc, oui, parce qu'il il est sans pitié avec les médias. Je cite juste un extrait récent, le 18 février, lors d'une rencontre avec ses partisans en Floride. Oui. Je voudrais vous parler sans le filtre des fake news, donc des fausses informations. Les médias malhonnêtes publient des histoires mensongères sans renvoyer à une source. Ils n'en ont pas, même s'ils feignent de s'y référer. Ils ne veulent simplement pas fournir honnêtement des informations. Et puis sur Twitter, la veille, il avait posté ceci. Les médias qui propagent des fake news, de New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN, qu'il a d'ailleurs qualifié de Clinton News Network, ne sont pas mes ennemis, ce sont les ennemis de tous les Américains. On laisse terminer Hassan Alaoui et ensuite... Après les fake news, il a lancé l'idée, ou sa conseillère a lancé l'idée des faits alternatifs. Oui, absolument. C'est-à-dire la post-vérité, c'est-à-dire l'hypothèse de transformer tout, le mensonge, on l'adoucit et tout, mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'il a une capacité, comme dans la gestion de ses affaires personnelles et privées, Trump a la possibilité de devenir ce qu'on appelle, je veux dire, pragmatique, réel politique, avec un grand R. Et c'est ça qu'il faut craindre. Alors, il faut qu'on aille vite, parce qu'il nous reste 3 petites minutes. Naïm Kemal, tout à l'heure, vous vous disiez comment ce président disait ce qu'il fait et fait ce qu'il dit, mais néanmoins, est-ce que vous n'estimez pas qu'il y a quand même une menace concrète, notamment sur l'exercice de la démocratie, le poids, les dangers qu'il fait peser, notamment sur la liberté de la presse? Est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'il représente un danger? S'il nous reste quelques minutes, 3 minutes, vous avez dit... On va se les partager. D'accord. Mais alors, je voudrais dire une chose. Sur les fake news, lui-même, dans les 48 heures, il vient d'en faire une concernant l'attentat en Suède. Oui, le faux attentat en Suède. Il a été ridiculisé par l'ambassade de Suède à Washington. Donc, je ferme cette parenthèse. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la notion de 2 États qu'il a remis en cause. Absolument. En Palestine. On n'a pas eu le temps de... C'est important. Alors juste on rappelle le contexte lors d'une visite de Netanyahou à Washington. Il a rompu avec la politique classique américaine en disant qu'il accepterait la solution qui conviendrait aux 2 parties, alors que on le rappelle juste pour nos téléspectateurs... Et que la solution de 2 États n'était pas la seule solution. Alors que c'était la base des négociations depuis 1974. Depuis 1974. Et puis il est dans l'esprit, c'est là où je veux en venir, il est dans l'esprit des accords d'Oslo de 1993, c'est-à-dire des négociations on a amené l'OLP, et depuis 1993, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a fait que sucer, purger les concessions après concessions, la Palestine et les Palestiniens de leur substance, la possibilité de faire cet état, de grignoter le territoire jusqu'à Sharm el-Sheikh, etc., etc. Donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais me résumer. C'est-à-dire, lui, et je reviens à l'idée par laquelle j'ai commencé, que il a le tort de dire ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Les autres, le dogme de 2 États, il nous a toujours été assuré, mais dans les faits, jamais les États-Unis n'ont rien fait pour contraindre Israël à accepter ou à laisser les Palestiniens ériger un État indépendant sur leur territoire. La seule fois où les États-Unis... Vous avez promis d'être court. La seule fois où les États-Unis ont fait une abstention, c'était à la fin du mandat de Barack Obama sur la colonisation, et c'était juste une réaction
contre le mépris que lui témoignait Netanyahou. Alors, une dernière question sur laquelle je vous demanderai de conclure. Vous avez évoqué les relations internationales. Il y a beaucoup à dire. Il y a quelques jours, il y avait la conférence sur la sécurité annuelle à Munich. Les pays européens sont un peu désemparés parce que les deux représentants américains, le secrétaire d'État à la sécurité et le secrétaire d'État américain, ont envoyé des signaux, mais contradictoires avec ce que dit Donald Trump. Alors, est-ce qu'ils sont en train de rattraper les bêtises ou les provocations qu'il a pu prononcer et quelle visibilité, quelle lisibilité on peut avoir aujourd'hui de sa politique étrangère, notamment avec la Russie que vous avez évoquée tout à l'heure. Oui, moi, vous n'ignorez pas que le ministre, enfin le secrétaire d'État, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères, c'est un ami des Russes, n'est-ce pas? Il est à la tête d'une grande compagnie pétrolière. Rex Tillerson. Exactement. Et donc, lui, on s'attendait à ce que quand même il fasse un discours nuancé par rapport aux Russes. Mais il nous a étonnés parce qu'il a dit que finalement, l'OTAN, parce qu'il s'agit de ça, l'OTAN dans lequel les États-Unis, naturellement, dans laquelle, parce que c'est une organisation, les États-Unis jouent un grand rôle, soutiendrait les pays européens. Ça veut dire que ça nous ramène, si vous voulez, au grand débat sur les missiles, sur les Pershing des années 80 et 90. Vous savez, quand effectivement la Russie pointait ses Pershing contre l'Europe, il y avait Helmut Schmidt qui était, j'abrège, qui était vraiment le seul lucide des Européens avant son successeur qui s'appelait donc, comment il s'appelle, le grand chancelier là. Helmut Kohl. Helmut Kohl, n'est-ce pas? Il y avait Helmut Kohl qui jouait la carte un petit peu, si vous voulez, de l'Europe par rapport aux Russes. Lui, aujourd'hui, j'arrête là. Oui, non, je vous laisse terminer votre phrase. On espère évidemment qu'il y ait un souci d'équilibre par rapport à l'Union, pardonnez-moi, à la Russie, qu'il y ait un souci d'équilibre parce que c'est très important avec cette histoire que les Russes aujourd'hui jettent toujours leur œil sur ce qui se passe à la Maison-Blanche. C'est évidemment ce qui est souhaitable, c'est qu'il y ait un équilibre. Alors, Monsieur Boukoura, je vous donne le mot de la fin très rapidement. Donc, sur cette analyse sur les relations internationales, Michael Flynn, c'est un des grands événements aussi. En un mois, a été obligé de démissionner, alors que c'était un des premiers hommes nommés dans l'équipe Trump pour ses liens avec la Russie. Il a reconnu avoir donc fait des promesses concernant la levée des sanctions à l'égard de la Russie. Donc, je sais qu'on ne peut rien prévoir, mais comment lire cette incertitude? Là, il y a une chose d'abord, c'est que la nouvelle administration, elle accuse du retard en termes d'identification, que ce soit des ressources, des secrétaires. C'est-à-dire la machine, le fonctionnement actuel, il est dysfonctionnel. Et donc, d'où cette cacophonie un peu qu'on a l'impression qui est gérée à l'intérieur. Donc, toutes les règles d'étiquette, de fonction, parce que, veut pas, la Maison-Blanche est une organisation. Beaucoup lui reprochent le fait qu'il n'a pas jamais été un CEO. Et donc, il y a un travail qui n'a pas été fait, parce que dans la réorganisation, dans la conduite du changement, dans la transition, il y a, et ça c'est inédit, donc les choses qui se passent, donc une bonne partie parce que peut-être il n'y a pas de synergie, de synchronisation des efforts. Au-delà de ça, je ne suis pas sûr qu'il y a un ordre dans ce désordre, et il faudrait peut-être lire en filigrane et attendre les semaines qui arrivent. Voilà. On aura l'occasion de refaire sans doute un point sur cette présidence Trump. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous tous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de nous avoir suivis. Restez sur Média TV dans un instant, la suite des programmes. Et quant à nous, on vous donne rendez-vous avec toute l'équipe et nos invités mercredi prochain pour un nouveau débrief. Au revoir.